Ok. Donc, il nous a promis de faire un talk sans troll. Non, non, Mais en fait, non, pourquoi vous applaudissez? C'est ça que j'essaie de savoir. Go? Ouais, ok. Bon. Merci d'être venu à cette conférence sur qu'est-ce que c'est qu'un noyau et à quoi ça sert en fait, parce que si on se regarde tous dans la salle, vous regardez votre voisin de gauche, votre voisin de droite, la particularité qu'on a tous, c'est qu'on utilise un PC avec un noyau dessus. Voilà, donc du coup, c'est commun à tout le monde, c'est commun à tous les développeurs, sauf à ceux qui font des microcontrôleurs. Voilà, donc j'ai trollé. Et du coup, on va essayer de savoir en fait à quoi ça sert un système d'exploitation et en quoi il peut être utile quand on fait de l'applicatif, tout simplement. Donc on va avoir une vue vraiment haut niveau, on va pas vraiment rentrer dans les détails, même s'il y a de l'assembleur. Du coup, un OS, il fait deux choses. Sinon, à quoi ça sert pas à grand chose de prendre un OS. Il vous apporte l'isolation, il vous apporte l'abstraction au niveau du hardware. Vous avez une machine, il y a énormément d'hardware dessus. La chose, c'est que l'hardware change tout le temps, vous avez plusieurs types de disques et des choses comme ça, donc vos applications, elles ont besoin d'une API générique, et l'hardware, en fait, le système d'exploitation vous apporte cette API abstraite, comme ça, vous appelez juste cette API qui est généraliste, et ensuite, c'est lui qui va faire cette tâche en utilisant ses drivers pour aller écrire sur le disque ou des choses comme ça. La deuxième chose dont il a besoin, il y a aussi l'abstraction du coup pour les VM, c'est pareil, c'est toujours le boulot de l'OS de le faire, surtout si vous faites du KVM, on rend juste Linux un hyperviseur, c'est tout. Donc ça sera toujours lui qui va se taper le boulot de l'abstraction pour les applications qui tournent en userland. Pour l'isolation, l'idée c'est que vous avez plein de process sur votre machine, je ne sais même pas combien j'en ai sur le mien qui tourne, accessoirement j'ai pas grand chose là qui tourne, si je fais un PS3 je sais même. Il y en a plein, vous voyez. Et du coup, on n'aimerait pas trop que ces process puissent se parler entre eux. Donc on aime bien les isoler. Un peu ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques avec les fous. En fait, les process sont que des fous. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et du coup, il faut apporter cette isolation. Et au niveau, notamment, si un process utilise une partie du hardware, il ne faut pas qu'un autre process arrive qui n'ait pas cette isolation et puisse en fait écrire doucement sur ces parties du disque qu'a pris l'autre process. Ça pourrait créer énormément de failles de sécu. Et du coup, ce sera un réel problème pour nos applications. Du coup, quel type d'OS il existe? Il y en a 3 types, à ma connaissance. Enfin, 4 maintenant, mais le 4e, c'est pas vraiment pour moi un OS. Il y a les kernels monolithiques. Et les kernels sont comme les applications Java, sont des gros monolithes, des fois. Même plus gros que des applications Java. C'est bon, calmez-vous sur les trolls. Hein. Il y a des microkernels. Leur idée, c'est plein de petits modules, et chacun va s'occuper d'une tâche. Par exemple, il y a un module qui va s'occuper du driver pour le file system, un autre qui va s'occuper pour la carte réseau, des choses comme ça. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que vous pouvez changer du code au niveau du kernel à chaud. Et que la partie kernel est beaucoup plus petite. Okay, donc surtout au niveau du développement, quand vous travaillez sur Linux par exemple, le développement est assez compliqué vu que c'est un gros monolithe et faire passer un patch est une chose qui peut être ardue. Ensuite, il y a les hybrides. Ça, du coup, c'est Linux. Et ça, on va voir pourquoi. Il est entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter du code à chaud, mais ça reste un monolithe. Et ensuite, les unikernels, qui sont le futur des containers Linux normalement. Et ça, je vous invite à voir la presse qu'on a donnée avec Arnaud au Capitole du Livre là-dessus. Pas de la promo. Donc en gros, les kernels monolithes, ça ressemble un peu à ça. Vous avez votre application côté userland qui est juste ici, et toute cette strate de layer, c'est la partie du kernel. Elle est assez grosse. La partie des microkernels, vous voyez, en fait, chacun gère son bloc, et derrière, il y a une espèce de gros bus sur lequel chaque composant du noyau va parler. Généralement, ils font de l'IPC pour ça. Et en dessous, il y a leur hardware. Il faut bien taper sur quelque chose. Du coup, les corps composants de l'OS, qu'est-ce que c'est? Parce que pour l'instant, on n'est pas allé là-dedans. Donc on va essayer de voir en fait quelques composants, pas tous, parce que je pense que le lecteur de disquette, tout le monde s'en fout. Et on va voir ceux qui sont nécessaires au moins pour faire un noyau utilisable pour n'importe qui.
Déjà, il y a le boot sector. Donc le boot sector, c'est une partie de votre disque. Okay, donc il est présent, il est sur un disque. Okay, donc ça peut être un UEFI qui est un standard particulier. Et au moment du boot de la machine, donc le BIOS arrive, va chercher ce secteur de boot. Enfin, d'abord fait runner le BIOS dans sa ROM. Ensuite, va chercher ce secteur de boot sur le disque, le met dans la RAM, l'exécute, et c'est lui en fait, qui va lancer le kernel. Donc c'est juste une espèce de petit bout d'assembleur. Fait sous le graphique, ça ressemble à ça. En gros, on appuie sur le bouton qui est le Power On Self-Test, ensuite le BIOS, qui s'exécute dans sa RAM, le boot sector dans la RAM, et ensuite on appelle un call de kernel start. C'est là où ça commence à devenir marrant. Alors, ça c'est par exemple un exemple de secteur boot. C'est clairement du Java de Java 8. Donc du coup, ce que vous voyez au début, cette partie-là, c'est pour dire que c'est un multi-boot header. En gros, ce qui se passe, c'est que votre kernel, il peut être compatible avec Grub, et lui dire que tu peux me booter en mode multi-boot, du coup il faut juste set des flags, c'est tout. Donc en gros, c'est juste des flags spécifiques qui sont mis dans une documentation complètement ésotérique, qui n'est pas très agréable à lire. C'est tout. Voilà, donc déjà il met ça, et c'est juste pour dire à Grub, cette partie-là du code, tu peux la booter, c'est un boot sector. Donc la deuxième partie, c'est créer une stack. Parce que en gros, le kernel, il a besoin de sa stack. Dans ce que vous voyez, la section BSS, normalement, peut-être vous l'avez vu à l'école, la section BSS, on l'utilise dans les programmes pour des valeurs statiques. Donc du coup, là, je triche un peu, je dis que ma stack, donc la stack que vous avez dans les programmes, là où on fait les appels de fonctions et les retours et les choses comme ça, je la mets dans cette section-là, et je lui donne une taille de 16 kilobytes. Et ensuite, je mets ça avec je marque la fin avec un tag, tout simplement. Et ensuite, vous voyez la dernière partie du coup de l'autre section, qui est la section texte, donc la section du code, qui est là, on va poser, donc ESP c'est un registre particulier en NASM, qui veut dire registre pour la tête de pile, ou le bas de la pile, je ne sais plus. Non, c'est la tête de pile vu que j'ai mis stacked up, merci. Merci à moi-même du coup. Et du coup, je pose ESP, parce qu'avant ESP est faux, et c'est l'ESP du programme que j'avais écrit, mais maintenant je le replace à l'adresse que j'ai créée, parce que c'est là où je vais mettre la stack pour mon programme. Enfin, pour le kernel. Et derrière, après, j'appelle directement call kmain, et qui est en fait un programme C, donc du coup, je fais le link directement. Et après, là, ici, je stoppe les interruptions, mais ça, c'est un détail. C'est juste, on verra ça peut-être après si on a le temps. Ça, c'est un secteur de boot. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le plus minimal que vous pouvez écrire. Il faut la stack et poser quelques headers, et c'est tout. Après, vous pouvez donner ça à Grub, il pourra booter dessus, et même si vous faites un programme C qui affiche juste Hello World, si vous bootez ça, vous allez voir Hello World affiché à votre écran. C'est vachement utile, mais voilà. Donc en gros, si on fait le memory de la layout qu'on a fait, ça ressemble à peu près à ça. On avait le secteur de boot qui est posé à cet endroit-là de la mémoire, donc à 0. Il faut forcément qu'il soit à 0. Le kernel, le bout du code du kernel que vous avez écrit en C et que vous allez linker juste après. Et la stack que j'ai posée un peu plus loin. Okay, et donc la stack va descendre comme ça. Data et raw data sont vides parce que j'ai rien mis dedans. Tout simplement, je vous ai dit, c'était un boot sector basique et crétin. Le boot sector de Linux ressemble à ça pour ARM. C'est juste pour vous le montrer, il n'est pas vraiment intéressant, mais en tout cas, vous voyez qu'ici, eux, ils font leur jump sur kernel start. Et vers la partie du haut, au niveau de la barre jaune, en fait, c'est là où ils appellent initRD et toutes ces choses. Je ne me demandais pas ce que ça fait, c'est complètement ésotérique pour moi. Mais c'est très joli. C'est un style. Mais... Alors, du coup, maintenant, le boot sector, il peut avoir aussi d'autres tâches, qui est par exemple de passer le CPU dans différents modes d'exécution. Vous savez tous, normalement, vous tournez tous en protected mode, sauf si vous l'avez changé. Et vous pouvez le désactiver, ça, dans le BIOS. Donc, si vous allez dans le BIOS, vous avez le protected mode, vous pouvez le désactiver ou l'activer. Le désactiver pas, c'est pas forcément une bonne idée. Sinon, il y a le mode virtual. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Le real mode, c'est l'idée, on n'a pas la notion de mémoire virtuelle. Dans
dans un PC, vous avez une taille de disque qui est assez limitée. Et donc, ce que fait le noyau, c'est qu'il coupe vos disques en plusieurs pages de taille constante. Donc, c'est du 4 kilobytes généralement. Et la chose est qu'on est vite limité, notamment si vous avez un programme qui commence à allouer plein de pages parce qu'il écrit à fond sur le disque et qu'il n'en reste pas pour les autres, ça devient un peu compliqué, parce qu'il prend toutes les adresses mémoire. Donc ils ont inventé une nouvelle technique qui s'appelle la virtual memory, qui va permettre de créer en fait des espèces de tables de routage pour gagner plus d'adresses disponibles. Donc vous adressez plus de mémoire si vous passez en mode protected. Donc ça, c'est au niveau du bootloader que vous en avez besoin. Enfin, du secteur de boot, pardon. Le problème, c'est que si vous faites ça, je vous ai dit, ça crée cette espèce de notion de mémoire virtuelle. Ce qui vient foutre un bordel en fait au niveau de la mémoire, parce que dans Linux, par exemple, on a un truc qui s'appelle la Global Descriptor Table, la GDT. La Global Descriptor Table, en fait, elle décrit où sont les pages référencées pour une task, enfin un process qui l'utilise. Okay, donc c'est un peu un espèce de registre de savoir qui utilise quoi en mémoire ou qui utilise quoi sur le disque, des choses comme ça. La chose est que si vous activez le mode protected, et je vous ai dit que ça active la mémoire virtuelle, c'est complètement faussé, donc votre kernel doit réécrire sa propre GDT. Bien les moments marrants. Du coup, la Global Descriptor Table, comment elle marche à peu près, c'est vous lui donnez une adresse qui est logique, un sélecteur plus un offset. Ensuite, elle va chercher du coup son unité de segmentation, et ensuite elle va chercher l'unité de pagination. Ces blocs de mémoire, on les appelle des segments. On n'a pas trouvé de meilleur nom. Bon. Et en fait, ça ressemble à ça. Bon, c'est pas plus bête, hein, je vous ai dit, c'est juste une table d'indirection. Vous avez la GDTR qui est juste un pointeur sur la liste des GDT. Chaque GDT décrit un segment, et lui, en fait, ce segment-là, c'est une partie de la mémoire. Vous voyez ? C'est ultra simple, quoi. C'est les gros mots pour pas dire grand-chose. Et du coup, ça ressemble à ça selon la spec. Alors, il n'y a pas des trucs vraiment intéressants, juste elle store la taille de votre segment, donc combien vous avez alloué sur la mémoire, des choses comme ça. C'est elle qui décrit aussi si vous avez le droit à l'écriture ou la lecture sur cette zone mémoire, donc c'est elle aussi qui s'occupe de la partie sécurité de la mémoire, une partie en tout cas. Les permissions, des choses comme ça. En gros, si vous voulez faire une structure en C, ça ressemble à ça. Voilà. C'est joli, hein. Et vous voyez en fait que ça, toutes ces fields-là que vous avez ici sont la correspondance de l'aspect que je vous ai donné juste avant. Du coup, le kernel il a besoin de reload sa GDT juste à cause de la protecting mode, donc il faudra faire cette étape-là. Cette étape-là, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut la faire en C. En fait, ce qui se passe dans le développement d'un noyau, c'est que très vite, vous voulez vous échapper le plus vite de l'assembleur et vite revenir vers le C. Okay, donc le secteur boot, en fait, on essaie de ne pas lui faire grand-chose, parce que personne n'aime écrire de l'assembleur. Enfin, à main levée, qui aime écrire de l'assembleur? Mais menteur. Toi, je te connais, toi. Tu fais pas du CSS en plus? On avait dit pas tant que pendant que vous rigolez, je bois. J'ai mérité ça. Du coup, il y a... là, il faut suivre juste la spec. En fait, dans le développement du noyau, enfin d'un noyau, il y a énormément de specs à suivre. Et en plus, initier la GDT, ça va être en fonction aussi de quel chip vous avez. Donc ça peut changer entre ARM, entre x86, entre i386, ou si vous voulez un système 32 bytes, des choses comme ça. Donc en gros, tout simplement, il faut juste initier le descripteur de segment. Et cette partie-là, vous voyez en fait que tout ce qui est la partie stack, comme je vous avais dit au début, la partie data et la partie code du noyau, toutes les adresses sont complètement changées. C'est juste ça que ça fait. Hein. Ça va juste donner des nouvelles adresses. Pas plus, pas moins. C'est comme si on faisait un égal, quoi. Alors, avançons. Maintenant, intéressons-nous on a quitté le secteur de boot, qui est vraiment une chose qui est assez basse au niveau du noyau. On va s'intéresser maintenant au périphérique, quelque chose d'assez cool. Notamment les souris, les claviers et toutes ces choses. On a besoin de pouvoir écrire, sinon je vois pas trop l'intérêt de faire un OS. Du coup, les périphériques, ils sont tous reliés sur ce qu'on appelle un bus mémoire. Okay,
et ils sont tous en face d'eux un contrôleur. Enfin, c'est pas un contrôleur comme MVC, modèle vue contrôleur, je sais pas trop quoi. C'est un contrôleur d'IO. Du coup, il y a ce bus mémoire en fait qui est c'est un composant hardware physique, et vous voyez qu'en fait tout ce qui est disque, graphics output, le network sont cachés derrière l'IO contrôleur et tous reliés dans ce bus mémoire. Donc tout véhicule par ce bus mémoire. Notamment si vous faites des applications qui utilisent énormément de mémoire, ce qui va se passer, c'est que vous allez la saturer et ça va limiter toutes les autres applications parce qu'elle prend le monopole sur le bus mémoire. Okay, du coup, il vaut mieux faire du scaling au niveau de ces applications. Si vous voyez qu'une application, elle est trop, pas énergivore, mais elle consomme trop de mémoire, ce serait bien de la limiter parce que sinon ça va ralentir toutes les autres. On le voit ça en rentrant un peu plus dans le détail. Le memory bus, du coup, il est composé de 3 composants. Le control bus, qui est vraiment pour le contrôleur d'IO. L'adresse bus, qui, lui, sert à véhiculer juste quand vous avez des nouveaux blocs qui sont envoyés par votre périphérique. Par exemple, comment on pourrait illustrer ça? Vous prenez votre carte réseau, tout simplement. Un nouveau paquet arrive, on va dire qu'elle fait une allocation, du coup, pour ce paquet-là. Et elle, du coup, pour donner l'adresse de la zone mémoire où ce paquet, elle l'a alloué, donc ce paquet réseau qui peut être un paquet TCP ou un datagramme UDP, il faut qu'elle donne l'adresse, elle va envoyer ça au noyau par l'adresse bus. Okay, et si le noyau ou le CPU essaye de lire de la donnée du driver, il faudra qu'il passe par le databus. Donc il va faire un read, okay, et du coup, le driver va envoyer ça par le databus. Pourquoi on n'a pas mis ça dans le même composant? Pour faire du scheduling. En gros, vous pouvez envoyer autant d'adresses, enfin dans l'adresse bus que vous voulez, mais si vous saturez le databus, enfin si on aurait mis ça dans le même composant, il faudrait faire un espèce de protocole du style j'envoie une adresse, mais après il faut envoyer de la data, une adresse, puis de la data. Là, vous pouvez gérer ça de façon complètement asynchrone et concurrentielle. Donc le périphérique de bus, il y en a un qui s'appelle le PCI tout simplement, qui est le plus commun, et globalement ça ressemble à ce truc-là. C'est là où notamment vous mettez les cartes graphiques. Et quel autre composant on met dessus? Je sèche, quelqu'un peut m'aider? Carte réseau, carte Wi-Fi. Ouais, c'est bien ça. 20 sur 20. C'est quoi, c'est 10 points pour Gryffondor? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une particularité. C'est que là, du coup, les devices I/O, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle aussi la Direct Memory Access. Parce que vous allez comprendre comment ça marche. En gros, normalement, ce qui se passe, c'est que le disk controller, il envoie au CPU à la base pour dire j'ai une nouvelle allocation par exemple d'un paquet, le CPU va lui hack une adresse, et ensuite il va l'allouer dans une zone mémoire. Okay, là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, en activant le Direct Memory Access, par exemple, des cartes réseau font ça. Elles peuvent aller directement poser des paquets en mémoire si on leur a donné une adresse dès le début. Ce qui fait qu'elles sont hyper rapides, elles n'ont pas besoin du bus pour ça, et ça vous fait augmenter vos performances network pour vos applications d'à peu près 20%. J'ai jamais réussi à dépasser plus. C'est pas mal, c'est ça. Après, c'est des périphériques. Enfin, pas tous le font, mais c'est assez cool d'avoir ça. Maintenant, du coup, pour parler aux périphériques, le kernel et comment les périphériques et le kernel peuvent communiquer ensemble pour s'échanger des choses. On a un truc qui s'appelle les interruptions. Donc c'est un espèce de signal qui est envoyé par le processeur ou envoyé sur le processeur, directement. Ça peut être, en fait, il y en a plusieurs types du coup. Il y a le signal hardware, donc ça c'est clairement, c'est électrique, quoi, ça fait bzzz, comme ça va très vite. Voilà, ça c'est une interruption hardware. Ensuite, vous avez les interruptions software, qui sont en fait les system calls, donc ça on va voir aussi ce que c'est. Et les exceptions, qui sont par exemple, si vous faites une division par 0, une page fault, donc un process accède à une zone de mémoire dont il n'a pas le droit, ben, il se prendra une exception. Donc ça c'est les 3 types d'interruptions. Pour utiliser les interruptions, votre chipset, il a ce qu'on appelle un interrupteur contrôleur, un PIC. Donc en fait, c'est un espèce de switch, routeur, j'essaie de donner une analogie, mais j'ai pas d'inspiration.
En gros, tous les signaux passent par lui, c'est lui qui les récupère et ensuite va les distribuer au processeur, mais surtout ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est mettre des masques sur certains signaux. De dire par exemple que s'il y a une division par 0, je ne veux pas recevoir un signal dessus. Ou alors on peut prioriser, ajouter de la priorité sur certains signaux. Ce qui fait que si vous avez envie de un peu bricoler votre OS ou des choses comme ça, il y a peut-être moyen de faire passer les cartes réseau, les choses comme ça, en priorité par exemple qu'à celle du clavier par exemple. Du coup, ça pourrait augmenter vos perfs par 2%. C'est incroyable. Je suis pas sûr en vrai. Du coup, ça ressemble sur un 8259, donc c'est cette petite bestiole-là qui a un peu révolutionné le 80-86. Ça ressemble à ça. Enfin, à un moment, il y a les pins pour l'interruption, et notamment, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire parler deux microcontrôleurs. Vous voyez, là, il y a le premier qui est un master, et aussi le niveau du slave, et en fait ils sont reliés avec les pins CAS 0, CAS 1 et CAS 2, sont tous reliés, si vous voyez, si vous suivez le point rouge, à l'autre. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on peut faire parler deux microprocs entre eux, avec les signaux. Donc le master va envoyer des ordres au slave. Alors quels ordres, j'en sais rien. Un peu d'imagination, voyons. Je vous laisse imaginer. Du coup, qu'est-ce qui se passe en gros, par exemple, quand le 8259A reçoit une interruption? Ben, du coup, il y a ce pic qui le reçoit, il applique le masque, ensuite, il regarde les priorités, il envoie un signal au processeur, qui là est un signal plus soft et pas hardware, donc c'est rapide, parce qu'ils sont sur le même composant de toute façon. Ensuite, le processeur hack, et le contrôleur ensuite peut envoyer sa data sur le databus par l'interrupteur vecteur. Et une fois que c'est fini, ben, il notifie le processeur directement. Voilà, c'est comme ça qu'en fait les périphériques et le CPU peuvent parler entre eux, enfin le proc. C'est marrant. L'interrupt descriptor table, elle ressemble en gros à ça, simplement. Donc vous avez l'IDT, donc c'est cette structure de données qui tient toutes les listes d'interruptions. Je crois que je l'ai à la slide d'appelé. Je vous le montre juste. Voilà, il y a ça, c'est les exceptions plus. Donc, vous avez la division par 0, les breakpoints. Donc, ça, c'est par exemple si vous faites. Je crois que c'est celui-là. Attends, 0,3. Ouais, ça doit être. Par exemple, les debuggers utilisent ça. C'est ce signal-là. Donc, en fait, votre debugger, tout ce qu'il fait, c'est rajouter des interruptions de 0,3 dessus. Et votre programme, du coup, quand il est lancé avec ça, renvoie un signal au kernel, ce qui fait que votre programme s'arrête. C'est comme ça que les debuggers marchent. Je reviens juste là-dessus. Donc du coup, il faut faire une IDT pour chacune des signaux à gérer. Donc ça, c'est spécifique aux constructeurs. Certains vont en rajouter, d'autres vont en enlever. Et du coup, ce qui se passe, c'est juste qu'au niveau de la mémoire physique, on va stocker ce qu'on appelle une ISR. Donc si je ne me trompe pas, c'est la partie en fait d'un espèce de callback qui va être appelé au niveau du noyau. C'est assez simple, en gros, si vous recevez un event, donc le signal, on va chercher l'IDT qui correspond, ensuite on va appeler du coup le callback que vous avez enregistré. C'est super simple, enfin, au niveau architecture, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est les interrupt layout, vous avez vu. Et en gros, ça ressemble à ça, juste, c'est pas très intéressant de le montrer, mais pourquoi? Il y a juste une instruction spéciale qui existe, en tout cas en ASM, qui vous permet d'enregistrer votre IDTR et l'initialisation d'un descripteur d'IDT, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et ensuite, il faut les placer à l'IDT base et l'IDT size. Ça, c'est des valeurs spécifiques. Bon, j'insiste là-dessus. En fait, les constructeurs vont souvent donner des valeurs spécifiques pour les placements de certains composants du noyau au niveau de la mémoire. Notamment le secteur boot, je vous ai dit, il doit être au niveau 0, enfin, à une adresse spécifique. C'est assez cadré, et du coup, pour écrire un noyau, il faut se palucher pas mal de docs de constructeurs de cartes mères et de proc. Du coup, on a fait les hardware, on a fait les exceptions, et maintenant on va regarder les interruptions software. Donc je vous ai dit les syscalls, qui en fait sont des software ailleurs. Les syscalls. Vous les utilisez à peu près tous dans vos programmes, c'est normal.
En gros, à chaque fois que vous appelez la fonction open, la fonction read, la fonction write, des choses comme ça, à plus haut niveau, si je fais un programme Java qui appelle read-write sur un fichier, ça va en fait faire un syscall. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les syscalls représentent en fait qu'est-ce que peut faire votre programme au niveau userland au maximum. Il est limité par le nombre de syscalls que vous fournit votre kernel. Donc plus vous en avez, plus votre programme peut faire de choses. Moins vous en avez, moins il peut faire de choses. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de le noyau, comme je vous ai dit, il a plusieurs rings. Vous avez peut-être déjà entendu parler du ring 0, du ring 1, ring 2, ring 3. En Linux, c'est facile, il y en a 2, peut-être 3 s'il y a des gens qui s'amusent à faire le moins 1. Le kernel tourne en ring 0. Donc ça, c'est spécifique vraiment à vos CPU. Le ring 0, quand un programme tourne en ring 0, il peut faire ce qu'il veut. Il peut écrire dans n'importe quelle zone de mémoire qu'il veut, il peut fracasser votre ordinateur s'il veut. C'est pour ça que tout ce qu'on parle d'élévation de droit comme faille de sécurité, elles sont très graves parce que votre programme arrive au niveau du ring 0 et peut vraiment détruire une machine s'il le veut. Vous voulez de l'information, parce que rien ne peut l'arrêter. Du coup, le kernel, on fait le tourner en ring 0. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous demande d'augmenter vos droits pour pouvoir faire des opérations un peu complexes. Et tous les programmes au niveau user, on les fait tourner dans... Alors, normalement, c'est ring 3, oui, c'est ça, au niveau application. Et donc là, ils n'ont aucun droit. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que s'ils veulent écrire sur le disque, chose que seul le kernel a le droit de faire, ils sont obligés de demander au kernel avant. Comment ça se passe, du coup, c'est que cette liste de syscalls, elle est là, donc elle est à ce lien-là, je vous l'ai mis ici. Il y en a 547, c'est comme Pokémon, attrapez-les tous. Et du coup, vous voyez que vous avez read, write, qui sont au niveau 0, 1, 2. Et en gros, à quoi ça correspond? Pour appeler un syscall au niveau assemblaire, ça ressemble à ça. Alors c'est assez simple, hein, honnêtement. Donc vous avez le start qui est en fait pareil que le main. Donc là, je fais juste un hello world en assembleur. Donc ça, c'est du... Si je dis pas de bêtises, ça doit être de l'arme. Bon, après, là, j'ai pas assez pour savoir. Ou alors c'est du x86. C'est du 86. Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est... Dans la section data, okay, je pose juste un message, une string concrète, donc je donne sa taille, et c'est à peu près tout. Sa taille est ici. Okay. Ici, je mets le message, donc ce sera placé dans la zone data. Et après, dans le start, en fait, qui est appelé bien avant, du coup, ce qui se passe, c'est vous devez setter 4 registres. En x86, oui, forcément, c'est x86. Vous avez EAX, EBX, ECX et EDX. Ah ben oui, ils sont là. En gros, EAX, c'est juste... là, il va être utilisé pour quel type de syscall. C'est assez réglementé, mais au fond, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les registres. Donc dans EDX, on va mettre la length, par exemple. Dans ECX, l'adresse du message à écrire, donc ce hello world. Dans EBX, le file descriptor, donc stdout, donc c'est 1. Et le system call number, 4, parce que du coup, je veux faire un write, tout simplement. Et ensuite, je lance une interruption, donc int, l'instruction qui est ici, est pour dire interruption. Et int80, c'est pour dire interruption de type software, donc je fais un syscall. Et en fait, si vous regardez, si je transforme ça en code C plus simple, c'est comme si j'appelais la fonction write, et ici, je passais sa taille et juste le buffer que je vais envoyer. C'est tout. En gros, c'est pour dire au kernel, pour choper les informations que tu as à écrire sur le disque, va lire ces registres-là. C'est tout. Donc ça ressemble à peu près à ça au niveau graphique, si vous avez eu du mal à suivre avec la partie code. En gros, votre application fait un write. Donc ensuite, normalement, elle appelle le write de la glibc. C'est pour ça que c'est super important de ne pas prendre n'importe quelle glibc, notamment la glibc de... Comment il s'appelle ce container Alpine, qui en fait, c'est pas la glibc, c'est la nu... C'est muzzle. Muzzle ou muzzle? Muzzle. Du coup, c'est muzzle. Donc c'est une autre glibc. Vous voyez, donc il faut faire attention à quel type d'image de container on prend. Du coup, elle fait son write. Elle appelle en fait le write de la glibc parce que la glibc fait quelques tests avant, que normalement ne ferait pas un write. Il ne vérifie pas que votre donnée est là ou la taille est correcte.
Et ensuite, il appelle, du coup, il fait son interrupt call, donc il le fait pour vous, normalement. Et là, ça vient au niveau du donc cette fonction qui s'appelle system call, si vous la cherchez dans Linux, c'est un peu le point d'entrée pour tous les system calls. On va chercher la valeur on va chercher le callback qu'on a enregistré pour l'IDT, donc cette table de tous les callbacks. La fonction qu'on a enregistrée pour ça s'appelle syswrite, vous la retrouverez dans le noyau. Et ensuite, derrière, syswrite va écrire et renvoyer ses résultats, et donc du coup, on va avoir toute cette replongée. Vous voyez que, ne serait-ce que pour faire des choses simples, un read et un write sur le disque, ben, ça prend énormément de couches. Okay, et le kernel fait énormément de choses. En fait, globalement, une application ne fait pas grand-chose, c'est surtout le kernel qui va faire... Enfin, une application, pardon, qui fait l'IO ne fait pas grand-chose, c'est surtout le kernel qui va faire énormément de boulot. C'est pour ça qu'il vaut mieux monitorer et faire du profiling au niveau kernel, si elle fait beaucoup d'IO. Et les applications qui font de l'IO, on en écrit tous, les serveurs web. C'est quelque chose qui fait énormément d'IO, elles écrivent sur le disque, enfin pas vraiment sur le disque, elles écrivent au niveau de la carte réseau. Alors, on a fait un serverless WASM où on a fait un système de syscall, et c'est juste pour vous montrer que ce concept de syscall-là, on peut le retrouver dans d'autres endroits. Donc on est en train de monter avec ma boîte un function as a service avec du WASM. Donc vous écrivez un code dans n'importe quel langage, on le compile en WASM, et ensuite on le fera runner dans un mini VM. Et si vous faites des writes sur le disque ou des choses comme ça, nous, on gère des syscalls derrière. Alors on est parti sur l'idée de prendre le Chrome OS Virtual Machine Monitor. C'est CrossVM, pardon. Et en fait, donc il est écrit en Rust, parce que c'est moderne. Plus personne ne veut faire du C. Et alors, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est ces callbacks qu'on écrit là. Et donc, si une application, ben, bon, celle-là, c'est rare qu'elle l'appelle, mais elle demande de faire un host kiwi get. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Geoffroy qui écrit ça, c'est pas moi. Et ben, du coup, on va appeler ce callback là. Donc voilà, le système des syscalls, vous le retrouvez aussi dans les machines virtuelles et pas que dans les OS. Il y a un autre truc qui est marrant, c'est le scheduler, qui permet de faire du multitasking. Le scheduler, c'est pas forcément obligatoire d'en avoir un dans un OS, parce que tout simplement, votre OS, il pourrait juste servir à faire runner un seul programme, et ensuite, il va dépiler une liste de tâches. Là, l'idée du scheduler, c'est pour vraiment faire du multitasking et être préventif. Donc, c'est-à-dire qu'on fait avancer une task, on l'arrête à un moment, on revient, on en reprend une, et on la lance. Donc, comment ça marche le multitasking? Et en fait, on va essayer de voir sa limitation. C'est que le kernel, il alloue les premières tâches qui doivent être lancées. Notamment, systemd, par exemple, si vous êtes sur Linux. Si vous êtes sur Windows, j'en sais rien, je ne suis pas dessus. Si vous êtes sur Mac, Upstart, si c'est toujours Upstart, je crois. Il n'y a pas quelqu'un qui a un Mac de booté et qui peut faire un top? Fais un top pour voir. C'est Upstart ou... Non? Ah, c'est un développeur. On avait dit pas de troll. Ah, tu peux pas répondre? Je crois qu'il fait vraiment du C#. Je suis désolé. Et du coup, il arrête les interruptions pour une raison qui est que... Voilà, je vous l'explique après. Et ensuite, l'horloge, donc c'est un composant qui est dans votre processeur, envoie des signaux réguliers, de façon régulière, et ça fait un temps qu'on pourra appeler discret, au lieu d'un temps continu en version mathématique. Donc ça correspond à des ticks. Okay, et du coup, on va définir un nombre de ticks avant de passer à un autre process. Donc le kernel, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère toutes les tasks qu'il a lancées au début. D'autres, si vous faites des forks ou des new threads. Et du coup, à chaque tick, il attend qu'un nombre de ticks soit passé, il prend la première task qu'il a fait tourner sur un corps. Il a fait ses affaires et des choses comme ça. Alors, maintenant, on a plusieurs corps, donc il peut en prendre plusieurs et les mettre sur chacun des corps. Et du coup, il les fait avancer comme ça, pendant, disons, 80 ticks. Au bout de 80 ticks, l'horloge a envoyé 80 signaux, il arrête. Il freeze, en fait, ce qu'on appelle l'état du registre. Enfin, l'état de la task. Le mot task n'est pas choisi par hasard, c'est parce que dans Linux, on appelle ça une task. Le thread ou process, ça n'existe pas. La structure pour représenter ces choses-là s'appelle une task. Elle est énorme. Elle fait 32 kilobytes si vous l'initialisez juste avec des valeurs random. Donc à chaque fois que vous créez un process ou un thread, c'est la même chose, mais ça alloue 32 kilobytes
pour rien. Le truc n'a rien fait encore, mais il y a 32 kilobytes qui est pris. Alors maintenant, on a des SSD de 200 gigas, vous me direz, mais bon. Il y a que moi qui suis choqué par ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est que votre programme, il a son état, il a ses registres et ces choses comme ça, mais il peut s'arrêter brusquement. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut faire une opération, il doit être arrêté parce que c'est bon, son temps est imparti. Il a fait ses 80 cycles d'horloge. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un signal au process, il s'arrête. On enregistre tout son état, donc ses registres, ses files descripteurs qu'il utilisait, enfin, les fichiers qu'il avait ouverts au préalable et des choses comme ça, et on enregistre ça en mémoire. Okay. Le kernel reprend la main, fait avancer son code de scheduler, donc, qui s'appelle, alors de mémoire, je ne me souviens plus le nom de la... Je crois que c'est doSwitch. Ah non, je crois que la fonction s'appelle context switch de base. Et c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est du coup le context switch. Ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va appeler cette fonction, qui s'appelle context switch. Il va choisir la prochaine task, et du coup, il va recharger le process qui a tourné précédemment. Donc il va remettre ses registres et ses files descripteurs, tout ce qu'il avait préalloué avant, et ensuite va le refaire démarrer. Ce qui fait que un kernel multithreadé, il passe son temps à faire je fais runner une task, je m'arrête, je reviens dans le code du kernel, enfin je m'arrête, je freeze son état, je l'enregistre, je reviens dans le code du kernel, j'en charge une autre, et je refais avancer, et ça en boucle. Ce qui donne le problème, en fait, c'est que des applications, enfin des architectures basées sur du multithreading dans tous les sens, dont des applications qui lancent 500 threads, ça ne scale pas. Ça ne peut pas scaler à cause de ça, donc à cause du problème de context switching, vous savez ce que c'est plus en détail au niveau du noyau, voilà c'est ça, c'est le fait de, à chaque fois, devoir repasser d'un côté applicatif en userland à un code kernel, et faire que ça. Et ça coûte du temps, et ça coûte des ressources en CPU, et tout un tas de choses. C'est pour ça que dans les nouveaux langages comme, j'allais dire Go, mais du coup il est plus si nouveau, dans les nouveaux langages, on essaye de faire des green threads, plutôt, pour éviter ce problème de context switching, qui est, en fait, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Du coup, il y a la task, en fait, toutes ces informations-là sont enregistrées dans une structure qui s'appelle la TSS, la Task State Segment, et donc du coup qui enregistre l'état des registres, les ports de permissions, plein de choses. Du coup, voilà. Moi j'ai oublié cette slide, je suis désolé. Du coup, je peux la passer. Et du coup, vous avez vu ce que c'est maintenant le scheduler. On peut s'arrêter maintenant sur le dernier des composants que je vais parler ici, qui s'appelle le Virtual File System. Parce que du coup, on a des disques qu'on aimerait bien écrire dessus pour avoir un peu de persistance. Comme ça, je peux rebooter ma machine et rouvrir mon programme d'avant. Du coup, le Virtual File System, il est composé d'un composant qui s'appelle le VFS Layer. Ce VFS Layer, du coup, il implémente juste une vue abstraite, et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est ces types d'abstraction. En gros, il est foutu comme ça. Il a un super bloc qui définit tout, en fait, des entrées des files et des choses comme ça, mais surtout, tient les informations de quel est votre file system. Okay, donc il enregistre toutes ces informations, son nom, si vous voulez faire un mount, les informations qu'il faut pour le mount, des choses comme ça. C'est le super bloc qui tient ça. Et ensuite, vous avez les composants qui s'appellent les dentry, et donc ça, c'est les informations pour les directories, et les informations ensuite, les inodes, c'est la donnée qui est sauvegardée sur les disques. On appelle ça des inodes. Et les files sont des fichiers ouverts, donc c'est eux qui tiennent un peu l'API générique pour pouvoir écrire dans des fichiers ou lire dans des fichiers. Et en fait, par exemple, cette API générique, vous voyez que quand vous faites un read, d'abord on appelle sysread, donc la fonction du kernel, donc c'est cette fonction qu'on met au début, qui est celle du system call. Ensuite, ce sysread va appeler VFSRead, donc c'est à son tour, et ensuite la fonction plus particulière pour le VFSRead, une espèce de fonction private. Vous voyez un peu, en fait, du coup, c'est les API génériques qu'on fait, parce que imaginez si chaque file system avait son API, vous ne pourriez pas faire ça. Faire un read, ce serait un bordel monstrueux. Donc en fait, toute la partie abstraction est vraiment faite par le noyau. Au niveau userland, on peut s'éclater, on peut faire ce qu'on veut. Et pas se prendre la tête, surtout. C'est ça qui est agréable. Donc maintenant, vous avez vu pas mal de composants. Vous avez vu le scheduler, le secteur boot qui est le nécessaire, le VFS, la gestion des interruptions parce qu'il faut bien parler au périphérique. Mais maintenant, je vous ai dit, il y a
au début, on avait le kernel monolithique et le kernel, comment il s'appelle déjà? Le microkernel, les microkernels. Maintenant, du coup, je vais vous parler de l'hybride kernel. C'est le dernier point. Cet hybride kernel, en fait, il vous permet de... C'est l'idée qu'a fait Linux, de augmenter ses fonctionnalités à chaud sans devoir arrêter le système. Donc cet hybride kernel, en gros, il se base sur des Linux modules. Donc les Linux modules, c'est un peu des drivers qu'on peut charger à chaud, okay, et qui... On n'a pas besoin du coup de recompiler le kernel ou de le rebooter pour activer ces choses-là. Du coup, à quoi ça correspond un Linux module? Donc ça, c'est par exemple, ça c'est lié au file system que j'écris ces temps-ci et que le projet n'avance pas parce que j'ai pas de temps. Il s'appelle tot. Donc vous voyez qu'en fait, il y a juste 2 callbacks qui sont appelés et qui sont init, et là j'ai mis le nom de la fonction, et ils sont ici préfixés par un exit. Okay, et là, des macros en C pour juste rajouter de la metadata pour votre module. Ça, vous le compilez. Ah oui, pardon. Et je les enregistre ici dans module init, et j'appelle la fonction. Et dans module exit, je lui dis, appelle-moi cette fonction. Donc en gros, je le compile. Ce qui va se passer, c'est ça va me générer un espèce de point KO. Okay, donc il faut une compilation assez particulière. Ça, vous pouvez trouver sur Internet comment on compile un Linux module. Et du coup, vous avez juste une commande qui est fournie par le système qui s'appelle insert module. Vous donnez votre point KO et ensuite il est directement loadé. En gros, et pour en enlever un, vous faites un ARM mode. Un ls mode, vous voyez en fait, du coup, alors attendez, si je fais un ls mode ici, et si je fais écrire, voilà, ça c'est tous les modules qui sont enregistrés et normalement vous en avez autant sur votre machine si vous êtes sur Linux, en tout cas. Et vous voyez qu'en fait, par exemple, j'ai AUFS qui est ici, j'ai EXT4 qui sont ici, enfin qui est là. Donc en fait, la partie Virtual File System, on gère ça avec des drivers, enfin des Linux modules, pardon, on appelle ça pareil. Je vais casser la table. Pour l'expérience de créer son propre kernel, chose que j'avais fait il y a un moment, je voulais le faire en démo ce talk-là avec du live coding, mais je me suis dit qu'au fond c'était trop compliqué à faire. Enfin, plutôt à suivre, et c'était assez ardu de mon côté. Je vais vous donner juste des points pour que derrière vous écriviez aussi votre propre kernel si cette expérience vous intéresse. Au niveau des dépendances, au niveau des outils, pas le choix, il va falloir utiliser de l'assembleur. NASM, c'est plutôt pas mal, ça permet d'adresser les x86. Ensuite, il va falloir utiliser le LD qui permet de linker, donc le secteur de boot qui est de l'assembleur direct avec votre point d'entrée de kernel. GrumMKResQ qui vous permet de créer une ISO bootable. QEMU qui sera votre émulateur si vous faites enfin, vous aurez forcément besoin de QEMU, je pense, ou alors, oui, si vous faites du Bosch, si vous voulez, des fois il y a des émulateurs qui ont été créés juste pour certaines plateformes en particulier. Bosch c'est pour i386, QEMU vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez comme terme d'architecture. C'est assez puissant. Ouais, j'ai la fin. Il y a un super site qui s'appelle os.dev qui sera un peu votre bible pour lire, enfin il y a toutes les étapes une par une pour développer chaque composant de votre noyau et qui assez c'est un très bon didacticiel je trouve. Le lien est juste en bas. Il y a juste un point, c'est qu'il vous dit que vous devez déjà avoir des connaissances en assembleur. Si vous n'en avez pas, eh ben, il va falloir d'abord faire de l'assembleur et ensuite vous irez lire os.dev. Si vous voulez un truc plus sympa, il y a un truc qui s'appelle Linux Inside qui vous donne plein de choses sur comment marche Linux. Et du coup, ça peut vous donner des idées de comment marchent certains composants. Des web ressources, il y en a plein. Ça, c'est plein de gens qui sont amusés aussi à faire leur propre OS. Je vous ai mis les liens dessus. Je vous donnerai les slides juste après. Et pour ceux qui font du Rust, qui est le meilleur langage de la Terre, il y a quelqu'un qui tient une liste d'articles depuis très longtemps et qui s'est amusé à coder un OS en Rust. Parce que pour l'instant, la plupart des OS sont en C ou en C++. Et du coup, il tient ces listes d'articles qui sont lisibles par tout le monde. Et du coup, si vous voulez écrire en Rust et pas faire de C, c'est possible. Voilà, je bosse chez Clever Cloud. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur le Twitter avec comment on appelle ça déjà? Pas la mention, c'est... Non, ça. C'est ton ID. C'est ton ID. Bon bref, vous avez compris.
Et sur GitHub. Et sinon, vous avez mon mail si vous avez des questions. Le QR code vous emmène directement sur les slides. Merci de m'avoir écouté.